La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé, ses cheveux mi-longs ruisselaient et ses vêtements auraient pu sans mal remplir un seau s'il les essorait au-dessus. Il était seul, au milieu de la forêt, près d'un sentier que très peu de personnes empruntaient. Cette cabane était celle que les chasseurs utilisaient pour se reposer lors de leur session de chasse. Il n'y avait qu'un vieux lit, une table en bois et une armoire avec quelques boîtes de conserve et des pots de café. Alan s'en fichait du café. Il s'effondra contre la porte et se mit à pleurer, ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte, et il se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains abîmées par des années de dur travail dans la maçonnerie. Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits de coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. Alan se releva doucement et cessa de pleurer. Il regardait attentivement la forme, écoutant le silence. Mais il n'y avait aucun bruit. Il n'entendait rien, pas même sa propre respiration. Il avança très doucement vers la forme, et il finit par arriver devant un sac de sport. Quand il le vit, il se mit à pleurer une fois de plus. Puis, il tomba à genoux et hurla vers le plafond en pleurant. Le sac était bleu. Il y avait des petites fleurs dessus, de toutes les couleurs. Mais les couleurs étaient couvertes par une tache de ce qui semblait être du sang séché. Il posa ses mains sur le sac et l'ouvrit doucement. Il entendit une voix féminine lui dire « Alan, Alan, réveille-toi !» La cabane disparut petit à petit pour laisser place à une douce lumière et un environnement que Alan connaissait très bien, sa chambre. Il pouvait sentir la douceur de ses draps et la chaleur de sa femme contre lui. Elle était en train de lui déposer des baisers sur ses épaules musclées. Elle lui sourit et sortit du lit. Alan, lui, ne s'était pas remis de son rêve étrange. Il était couvert de sueur et ne bougeait pas. C'était tellement réaliste. Alors qu'il était en train d'essayer de se rappeler les détails de ce rêve, il entendit la musique en bas. Sa femme était en train de préparer le petit déjeuner. Il s'assit sur son lit et se prit la tête dans ses mains. Il n'avait jamais été aussi atteint par un rêve ou un cauchemar. Il finit par se lever et se rendit compte que son caleçon était humide. Il regarda le lit avec honte et il vit qu'il avait effectivement eu un accident. Il s'insultait de gamin de sa barbe tout en retirant la literie du lit pour se précipiter à la salle de bain afin de faire tourner une machine et de prendre une douche. Il n'avait pas vraiment la force de se laver, il laissa l'eau chaude couler le long de son corps. Ça lui faisait du bien. Il essayait de penser à plein de choses, mais il n'y parvint pas. Il était focalisé sur son rêve étrange. Alan se tenait sous la douche, la chaleur de l'eau caressant sa peau. Cependant, quelque chose le perturbait. Des pensées tourbillonnantes qui le hantaient. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement, révélant sa femme, prête à changer son humeur. Elle entra avec un sourire espiègle, laissant glisser le peignoir de ses épaules. Sa présence chaleureuse et sensuelle commença à effacer les soucis d'Alan, remplaçant l'anxiété par un désir partagé. Avec un geste doux, elle lui prit la main, l'invitant à laisser derrière lui les préoccupations de la nuit et à se perdre dans l'intimité partagée de leur amour. L'eau de la douche continuait de tomber, créant une atmosphère sensuelle. La femme d'Alan approcha lentement, glissant ses mains sur son dos, chassant les pensées perturbatrices. Ses lèvres effleurèrent délicatement son cou, envoyant des frissons à travers le corps d'Alan. Elle murmura des mots doux à son oreille, une symphonie de tendresse qui contrastait avec les soucis qui l'avaient tourmenté. Alan se laissa emporter par l'étreinte passionnée de sa femme, oubliant le monde extérieur. Les gouttes d'eau ruisselaient sur leur corps entrelacés, amplifiant la connexion intime qui les unissait. Leurs gestes étaient une danse sensuelle, une chorégraphie passionnée qui dissipait les nuages sombres qui avaient assombri l'esprit d'Alan. La chaleur de l'eau se mêlait à la chaleur de leurs désirs, créant un cocon où seul leur amour comptait. Ensemble, ils transcendaient les soucis de la nuit, s'abandonnant à la magie intime qui les enveloppait. La femme d'Alan, avec une douce détermination, chercha à égayer l'esprit de son mari. Elle leva le visage d'Alan pour rencontrer son regard,
un sourire coquin illuminant ses yeux. « Oublie toutes tes tensions, chérie, » murmura-t-elle, laissant ses doigts glisser sur sa peau. Elle savait comment éveiller la passion en lui. Les caresses sensuelles de sa femme commencèrent à apaiser les tourments d'Alan. Il se laissa emporter par le flot de sensations. La salle de bain se transforma en un sanctuaire intime où le désir et l'amour fusionnaient, dissolvant les soucis comme des gouttes d'eau dans le torrent de leur passion. Alors que leurs corps fusionnaient sous l'eau bouillante, le bruit de la machine à laver se fit plus fort, plus bruyant. Alan continuait son étreinte avec sa femme en essayant de ne pas y faire attention. Mais ça devenait de plus en plus compliqué. Sa femme avait l'air de ne pas le remarquer. Elle devenait même de plus en plus entreprenante avec lui. Elle se retira et s'agenouilla devant lui. C'est à ce moment qu'Alan vit la machine à laver. Alan était pétrifié, tandis que sa femme, sans se douter de rien, continuait à lui faire une gâterie avec dévouement. Lui, il était horrifié par ce qu'il voyait à travers la porte de la machine à laver. Un liquide rouge sang s'écoulait lentement du hublot, formant des motifs macabres sur la surface blanche de l'appareil. Des petites mains d'enfants tachées de sang semblaient s'agripper désespérément au bord de la porte, cherchant une issue à leur destin funeste. Les sons étouffés de gémissements et de pleurs résonnaient dans la salle de bain, créant une atmosphère lugubre et oppressante. Sa femme n'entendait rien, elle continuait son action, malgré qu'il ne fût plus en forme à ce niveau. Il voulait sortir d'ici, que tout cela cesse. Il ouvrit sa bouche pour dire à sa femme d'arrêter, mais il se rendit compte qu'il ne savait plus son prénom. L'ambiance de la salle de bain devenait de plus en plus glauque, entre la vision de la machine à laver pleine de sang et de mains d'enfants qui essayaient de s'échapper. Les pleurs, les cris, le bruit horrible de la machine, le son de la douche, la vapeur qui se dégageait, et sa femme, qui semblait ne pas l'écouter et ne pas se rendre compte de tout cela, et qui continuait à lui faire une fellation alors qu'il n'était pas en forme pour. C'était un grand bordel. Il repoussa sa femme, dont il avait oublié le prénom de façon assez brutale, pour se dégager et sortir de la douche. Alors qu'il se précipitait hors de la salle de bain, en ne regardant pas la machine, il se rendit compte qu'il n'était pas dans sa salle de bain, il était dans une salle de douche de la salle de sport, celle de son Basic Fit, dans lequel il allait régulièrement. Et les hommes qui venaient prendre leur douche le regardaient de façon désagréable, comme s'il était fou. Alan se rendit compte de la situation. Il était tout tremblant. Il sortit de la douche avec ses vêtements trempés et avait un visage ultra apeuré. Il essaya de reprendre ses esprits et d'ignorer les gens, puis sortit de la salle de douche. Est-ce que tout ça était juste un rêve? Il s'était assoupi alors qu'il prenait sa douche après sa séance de musculation. Il alla dans son casier, encore tout chamboulé, et prit son sac de sport. Le sac qu'il avait entre les mains n'était pas le sien. C'était un sac de sport avec des fleurs dessus. Étrange, dans un vestiaire pour homme. Le sac semblait être taché de sang séché, et ça lui rappela quelque chose. Il l'avait déjà vu ce sac, quelque part. Il regarda autour de lui, afin de vérifier que la personne à qui il appartenait ne venait pas, et il l'ouvrit doucement, en ayant un peu d'appréhension. C'était trop bizarre cette sensation. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, il hurla et le lâcha. À l'intérieur, il y avait des têtes d'enfants, toutes arrachées et pleines de sang. Il regarda autour de lui, et il vit les sportifs qui le fixaient tous d'un air vide, sans aucune expression. Il avançait vers lui très doucement, et dans une parfaite synchronisation. Lui, il ne savait plus quoi faire. Il était fatigué. Il ne savait même pas si ce qu'il vivait était réel ou non. Il s'effondra sur le sol, le sac à ses côtés, et il pleura, se cachant le visage dans ses bras. Puis, il entendit des coups derrière lui, des coups contre une porte, et il entendit la pluie sur la tôle. Il retira ses bras et regarda autour de lui. Il vit qu'il était dans une cabane en bois. Il se releva tant bien que mal. La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé, ses cheveux mi-longs ruisselaient, et ses vêtements auraient pu sans mal remplir un seau s'il les essorait au-dessus. Il était seul, au milieu de la forêt, près d'un sentier que très peu de personnes empruntaient. Cette cabane était celle que les chasseurs utilisaient pour se reposer lors de leur session de chasse. Il n'y avait qu'un vieux lit, une table en bois et une armoire avec quelques boîtes de conserve dedans et des pots de café. Alan s'en fichait du café. Il s'effondra contre la porte et se mit à pleurer, ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte, et Alan se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains, abîmé par des années de dur travail dans la maçonnerie.
Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits des coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. Alan, réveille-toi. Alan se releva doucement et cessa de pleurer. Il regardait attentivement la forme, écoutant le silence. Mais il n'y avait aucun bruit. Il n'entendait même pas sa propre respiration. Il avança très doucement vers la forme, et il finit par arriver devant un sac de sport. Quand il le vit, il se mit à pleurer une fois de plus. Puis, il tomba à genoux et hurla vers le plafond en pleurant. Le sac était bleu. Il y avait des petites fleurs dessus, de toutes les couleurs. Mais les couleurs étaient couvertes par une tache de ce qui semblait être du sang séché. Alan, réveille-toi. La cabane disparut petit à petit pour laisser place à une douce lumière et un environnement que Alan connaissait très bien. Sa chambre. Il pouvait sentir la douceur de ses draps et la chaleur de sa femme contre lui. Elle était en train de lui déposer des baisers sur ses épaules musclées. Elle lui sourit et sortit du lit. Alan, lui, ne s'était pas remis de son rêve étrange. Il était couvert de sueur et ne bougeait pas. C'était tellement réaliste. Alors qu'il était en train d'essayer de se rappeler les détails de ce rêve, il entendit la musique en bas. Sa femme était en train de préparer le petit déjeuner. Il s'assit sur son lit et se prit la tête dans ses mains. Il n'avait jamais été aussi atteint par un rêve ou un cauchemar. Ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte et Alan se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains abîmées par des années de dur travail dans la maçonnerie. Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits de coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. Il regarda autour de lui, et il vit les sportifs qui le fixaient tous d'un air vide, sans aucune expression. Ils avançaient vers lui très doucement, et dans une parfaite synchronisation. Lui, il ne savait plus quoi faire. Il était fatigué. Il ne savait même pas si ce qu'il vivait était réel ou non. Il s'effondra sur le sol, le sac à ses côtés, et il pleura, se cachant le visage dans ses bras. Puis, il entendit des coups derrière lui, des coups contre une porte, et il entendit la pluie sur la tôle. Il retira ses bras et regarda autour de lui. Il vit qu'il était dans une cabane en bois. Il se releva, tant bien que mal. Alan n'en pouvait plus. Il décida de ne pas aller voir le sac. Il ouvrit la porte pour voir qui faisait ses coups contre la porte. Et il vit une magnifique femme, si belle. Elle lui fit un grand sourire. Il se rappelait tout maintenant en la voyant. Il était maintenant assis à une table de restaurant en compagnie de cette sublime femme. Lui, qui n'avait jamais touché une femme de sa vie, allait bientôt pouvoir en découvrir le corps. Et il en était très heureux. Elle s'appelait Mara. À l'instant où Alan s'est rappelé le prénom de cette femme, tout s'éclaira autour de lui, et il se retrouva dans sa chambre. Il était seul. Il y avait encore le parfum de Mara sur ses draps, mais aucune trace d'elle. Il se sentait très épuisé, mais il savait que cette fois, il était dans la réalité. Il le sentait. Il ria de joie, alors qu'il réalisait que toutes ces horreurs étaient dues à ses cauchemars très étranges. Il se leva quand il posa ses pieds par terre. Tout son corps bascula, et il tomba, et ne rencontra aucun obstacle. Il chuta pendant de longues minutes en hurlant. Puis, il atterrit sur un sol dur. Il était trempé. La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé. Ses cheveux mi-longs ruisselaient. Et ses vêtements remplis sans mal remplir un seau. Remplir un seau. Je pensais avoir tout vu, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir dans ce corps. Dans mon travail, la règle est toujours d'être minutieux et d'étudier chaque organe, chaque centimètre du corps. Un oubli, et vous pourriez manquer quelque chose de crucial pour comprendre la cause du décès. Lorsque le détective Mike Dalem m'a appelé au milieu de la nuit pour pratiquer une autopsie de ce corps, j'ai pensé que ce serait juste une autre procédure. Mais
J'avais terriblement tort. Mike, est-ce vraiment nécessaire de me réveiller au milieu de la nuit pour ça? Il est 2 heures du matin, le corps ne va aller nulle part, lui dis-je, alors que nous entrions dans la salle d'autopsie, où il se trouvait déjà, avec le corps. Désolé, Jack, ordre du chef, dit-il, en se massant la nuque. J'ai regardé le corps allongé sur la table. Un homme blanc, dans la trentaine, chauve, mesurant environ 1m70. Je pouvais voir plusieurs nouvelles blessures par balle sur son torse. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais quelque chose me dérangeait à la vue de ces blessures. Il a été abattu il y a quelques heures par 2 de nos gars, mais je te dirai quoi plus tard. Le plus important est que tu examines le corps pour l'instant. Je restais pensif quelques secondes. Le vent et la pluie frappaient violemment les fenêtres et la lumière vacillait à cause de la tempête grandissante à l'extérieur. Mike, allez, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Tu ne m'aurais jamais appelé au milieu de la nuit s'il ne se passait rien. Il semblait hésiter. Écoute, prends soin du corps. Ce ne peut être rien, j'espère en tout cas. Soupira-t-il. Si tu remarques quelque chose, ou si tu as besoin de moi, je suis ici dans le couloir. Quoi? Tu vas rester là pendant toute l'autopsie? Ai-je demandé avec surprise. Ouais, juste une mesure de précaution. Le chef veut un rapport le plus tôt possible, a-t-il déclaré en regardant le corps. J'étais perplexe. Mais il y avait un corps sur ma table d'autopsie, et je ne voyais rien d'autre à faire que de me mettre au travail et de découvrir moi-même les réponses. À l'extérieur, l'orage s'était intensifié, mais l'éclairage est resté suffisamment constant pour permettre de l'examiner. J'ai enfilé mon équipement et m'y suis mis au travail. La première chose à faire était de vider le corps de son sang. Problème, soit il ne restait plus une seule goutte de sang, soit mon matériel ne fonctionnait pas. Après vérification, j'ai pensé qu'il s'était en effet vidé de son sang d'une manière ou d'une autre, et j'ai décidé de lui faire une incision dans le torse pour le faire travailler complètement. Alors que je me tenais au-dessus du corps, un scalpel à la main, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si j'allais commettre une transgression, une faute, comme si quelque chose m'attendait à l'intérieur de ce corps et qu'une fois ouvert, je ne pourrais plus jamais y retourner. En regardant le ventre de l'homme, j'ai cru le voir cligner des yeux. Je sortis immédiatement de ma torpeur et fixai son visage, mon rythme cardiaque s'accélérant d'un seul coup. « Qu'est-ce que tu me caches, toi ?» J'ai chuchoté. Cela peut paraître étrange, mais parler à voix haute permettait parfois d'apaiser la tension dans la pièce lorsque je tombais sur un corps particulièrement amoché. Mais à l'inverse, celui-ci semblait en très bon état. Justement, un peu trop bien quand j'y repense, même si la couleur du corps était étrangement terne. Et tandis que j'observais la couleur de sa peau, j'ai juré de voir du coin de l'œil son regard se tourner vers moi et revenir instantanément à sa place. J'ai encore haleté et je me suis éloigné. J'ai pris une profonde inspiration. Il était minuit passé. J'avais été réveillé après une longue journée de travail et je n'avais même pas eu le temps de prendre une tasse de café. Ceci, ajouté à la tempête et au comportement étrange de Mike, ça mettait probablement mon imagination en ébullition. Tu dois te ressaisir, mec. Tu fais ça depuis trop longtemps, pourquoi remords vivant maintenant? Je reculai devant le corps et levai le scalpel devant moi. J'ai fermé les yeux pendant une seconde et j'ai fait l'incision en Y. J'ai atteint le bout de son bas-ventre et j'ai fini d'ouvrir le corps avec les outils nécessaires. Chaque seconde qui passait semblait surréaliste. Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Et quand j'ai regardé à l'intérieur de son corps, j'ai compris pourquoi. Il n'y avait rien dedans. Pas rien dans le sens, rien de mal. Rien dans le sens où le corps était entièrement vide. L'ampoule au-dessus de ma tête vacilla. Qu'est-ce qui se passe? Toujours dubitatif, j'ai attrapé une lampe de poche et je l'ai allumée à l'intérieur. J'ai rapproché mon visage le plus possible et j'ai dirigé la lumière dans toutes les directions. Il n'y avait absolument rien. Aucun organe, pas même une trace de sang. Je me suis redressé et suis sorti en trombe de la salle d'autopsie. « Mike, c'est une blague !» Il haleta de surprise lorsque je lui ai crié dessus. « Wow, Jack, qu'est-ce qui se passe? Viens voir ce qui se passe. » Il m'a suivi à l'intérieur et j'ai indiqué le corps avec la main. Il regarda à l'intérieur et une peur indescriptible traversa son visage.
Puis, il recommença à regarder à l'intérieur et parut perdu dans ses pensées, comme s'il cherchait une réponse à une question que je ne connaissais pas. Des gouttes de sueur apparurent sur son visage. Au bout d'un moment, il m'a regardé. « Je suis désolé, Jack. Je t'ai pas tout dit. » Je l'ai rejoint, à côté du corps allongé. « C'est le bon moment alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague de flic? Comment tu réussis à pu revenir sérieusement? » Ce n'est pas une blague, Jack. Il a pris une longue aspiration pour se calmer. Je t'ai pas menti sur la cause apparente du décès. 2 de nos hommes lui ont tiré dessus après qu'il ait tenté de les attaquer la nuit dernière. Ils ont répondu à un appel d'une femme qui semblait complètement paniquée et parlait d'un homme, ou quelque chose comme ça, la poursuivant jusqu'à la lisière des bois. Mike regardait le sol avec une expression vaincue sur le visage. Ils ont réussi à intervenir, mais trop tard. Il avait déjà éventré la pauvre femme et semblait fouiller en elle avec ses mains lorsqu'ils l'ont trouvée. Il a essayé de les attaquer et ils ont ouvert le feu. Il m'a regardé à nouveau. Le problème, c'est que lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le corps. Ils m'ont dit que c'était comme s'ils avaient soulevé un mannequin, au lieu d'un homme. Cela semblait creux. Et sur ce dernier mot, il regardait à nouveau le corps. « Putain de merde, Mike, et tu ne pensais pas que c'était une bonne chose de m'en parler avant ?» Je voulais pas t'influencer. Après tout, ils auraient pu faire aussi une erreur. J'ai regardé silencieusement le corps sur la table d'autopsie. Cela dégageait effectivement quelque chose d'artificiel, comme animé par quelque chose d'autre que la biologie humaine commune. « Attends, » dis-je soudainement, fixant le corps comme si je le voyais pour la première fois. « Tu me dis que cette chose a été touchée par des balles ? » « Ouais. » J'ai tourné la tête vers Mike. « Cette chose ne saigne pas, et elle n'a pas d'organe interne. Alors comment peux-tu être sûr qu'elle est morte ?» Et sur ce, comme s'il nous écoutait depuis que nous sommes entrés dans la pièce, le corps sur la table s'est mis à trembler. Nous étions tous les deux stupéfaits de voir ce corps reprendre vie sous nos yeux. Ce corps vide, sans organes, sans rien qui devrait le faire vivre. Un instant plus tard, la chose se redressa calmement et s'assit sur la table d'autopsie, le torse toujours ouvert. Ses yeux tombèrent sur moi, puis sur Mike. La lumière vacillait au-dessus de nous. Et d'une voix artificielle, dénuée de toute émotion, il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. « Merci beaucoup. Maintenant, je suis certain de ce qui me manquait. » Il a bondi, et Mike s'est interposé entre lui et moi. Il n'a pas eu le temps de dégainer son arme, et une lutte s'est ensuivie. Mais c'était un perdant-perdant pour Mike. Cette chose était incroyablement forte et agile, contrairement à ce que suggérait sa coquille vide. En moins d'1 minute, Mike était inerte au sol, ses yeux sans vie se tournant vers moi. Le corps s'est redressé et a commencé à se pencher vers moi. J'ai fermé les yeux et mis mes bras devant moi pour me protéger. J'ai attendu quelques secondes qui m'ont semblé une éternité. Et quand j'ai finalement ouvert les yeux, m'attendant à me retrouver face à face avec cette chose, j'ai réalisé que j'étais seul dans la pièce. Le corps de Mike avait disparu avec, laissant une marque de sang comme seule preuve de ce qui s'était passé. Des gouttelettes m'ont éclaboussé le visage, et j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte. Il s'était enfui avec le corps de Mike. Je suis resté là pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai fermé la fenêtre, et j'ai appelé la police au sujet de ce qui venait de se passer. Mais je pense qu'il est de ma responsabilité de vous prévenir. Je ne sais pas ce que c'est, mais cette chose existe. Et maintenant, il a tout ce qu'il faut pour nous ressembler. Le programme d'intelligence artificielle de Samsung peut créer une vidéo de nous à partir d'une simple photo. Quand c'est sorti, Internet s'est rempli de fausses vidéos de personnes célèbres, de personnes décédées et même d'œuvres d'art vivantes. George Washington riant à une blague, Mona Lisa souriant et parlant. C'était cool, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Juste une nouvelle brique dans l'édifice, toujours en expansion de la technologie. Une raison de plus pour glorifier l'intelligence humaine, ou simplement quelque chose de sympa avec laquelle s'amuser. C'est ce que je pensais.
jusqu'à ce que je reçoive un mail avec une vidéo de moi-même. L'email provenait de me@blackwindowing.com, reçu à 2h14 du matin. J'ai pensé que c'était juste un spam, un mail du genre « célibataire chaude dans votre région, pilule pour élargir votre membre » ou « complément alimentaire amincissant ». Mais quand j'ai vu que l'objet était seulement en vidéo, mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'a demandé ma colocataire Alex, de l'autre côté de la pièce. « Rien. » J'ai ouvert l'email, il n'y avait pas de texte, juste une vidéo en pièces jointes. Est-ce que j'avais vraiment envie de cliquer là-dessus? C'était probablement du porno. L'image affichée montrait seulement un carré noir, ne m'offrant aucun aperçu. J'ai jeté un coup d'œil à Alex, elle était de nouveau en train d'envoyer des SMS. J'ai baissé le volume de mon téléphone, et j'ai cliqué. Une image noire a rempli l'écran. Doucement, ça a évolué en une photographie. Et c'était une photo de moi. Ma photo de profil Facebook. Un selfie que j'avais pris il y a quelques jours dans ma chambre. Je venais juste de me faire des tresses et je me trouvais mignonne. J'espérais que Christopher commente la photo. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Il n'a même pas eu la décence de mettre un j'aime. J'étais assise là, en colère contre Christopher, pendant que je regardais la vidéo. La barre de progression avançait. 4 secondes, 9 secondes, 13 secondes. Puis, elle a cligné. J'ai crié. « River, est-ce que tout va bien ?» Je lui ai montré mon téléphone, les mains tremblantes. « Je n'ai pas pris cette vidéo, Alex. Ce n'est pas moi. » Ou ça, redresser les épaules, se replacer sur le siège. Puis, s'est mis à sourire. Sauf que quand ça souriait, ça ne me ressemblait pas exactement. Les dents étaient trop droites, trop blanches. Les lèvres s'étiraient plus finement que les miennes. Il n'y avait pas de petites rides au coin des yeux. Ça rendait en quelque sorte les choses encore pires. C'était mon visage, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais il était mélangé avec les expressions de quelqu'un d'autre, les mouvements de quelqu'un d'autre. Comment ça tu ne l'as pas prise? C'est visiblement toi. Je pense que quelqu'un l'a créée à partir de ma photo de profil Facebook, avec un de ses programmes d'intelligence artificielle. Oh merde, a-t-elle chuchoté. Comment tu... Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. La chose s'est mise à parler. Ce n'était pas ma voix. Bonjour, disait-elle, son sourire s'effaçant. Je voudrais vous remercier de regarder cette vidéo. La voix était étrange, hésitante, comme si elle ne savait pas exactement quand faire pause, ni le ton qu'elle devait employer. Je n'arrivais pas à déterminer si c'était un texte dicté par un robot, ou si c'était une personne qui parlait. Vous avez tous tellement illuminé mon monde. Je voulais que vous le sachiez. Continua-t-elle, son sourire réapparut. Ses bras se posèrent brusquement sur sa poitrine, comme si elle se faisait un câlin à elle-même. Merci. C'est quand même assez gentil, dit Alex. Elle laissa échapper un rire nerveux. En fait, c'est bien plus gentil que ce que tu n'es en réalité. Je l'ai foudroyé du regard. Je voulais que vous sachiez que ce qui s'est passé n'était pas votre faute. A continué le faux moi, son ton devenant de plus en plus calme. Quoi? Je me sentais juste vide, sans émotion, comme s'il n'y avait aucune raison pour moi d'être ici. Je devais donc partir et dire au revoir. C'était une lettre de suicide. Ça se terminait là, à 3 minutes 12. J'ai éteint mon téléphone, puis j'ai regardé droit devant moi, mes yeux perdus dans le vide, transformant le monde autour de moi en un tas de couleurs variées. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un t'enverrait-il ça? Ce n'est pas évident. Elle secoua la tête. Quelqu'un va me tuer. Ensuite, il donnera cette vidéo à la police en disant que je me suis suicidé. Alors je leur dirai que c'est faux. On devrait aller voir la police immédiatement et... Le téléphone d'Alex sonna. Elle retira doucement son téléphone de sa poche, tandis qu'elle ouvrait un mail, ses yeux s'écarquillaient. C'était une vidéo d'Alex. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Sanglotait la fausse Alex dans la vidéo. Je suis désolé. River était ma meilleure amie, ma colocataire. Elle était comme une sœur pour moi. Maintenant, elle est partie. J'ai arraché le téléphone de ses mains et l'ai éteint. Ne regarde pas ça. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés seulement 4 minutes plus tard. Mais quand nous avons pris nos téléphones et avons cherché les vidéos, elles avaient disparu. Les mails avaient été effacés. Les policiers ont pris notre déposition et sont partis. Mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. On s'est fait un câlin et nous avons pleuré pendant un moment. Ensuite, nous avons entamé une glace Ben & Jerry's et l'avons mangée jusqu'à ce qu'on s'évanouisse sur le canapé. Il ne s'est rien passé le jour suivant.
Ni le suivant. Ni le suivant. J'ai fini par oublier tout ça, pensant qu'il s'agissait d'une blague débile. Jusqu'à exactement 3 semaines plus tard. Alex était dans la cuisine, enfumant la pièce avec ce qu'elle cuisinait. J'étais allongé sur le canapé, lisant un magazine People. Nos 2 téléphones se sont allumés en même temps. Nous nous sommes regardés pendant une seconde. J'ai alors pris le mien, et j'ai ouvert le mail. Il y avait une vidéo de nous 2, assises sur le canapé du salon. Chacune tenant un couteau, pointé vers l'autre. Non, elle est où cette putain de cartouche? Je cherchais désespérément ma cartouche de Super Mario 64. Je n'y avais pas joué depuis quelques années, mais pourtant, j'en suis sûr, je ne l'ai jamais revendue ou jetée, contrairement à Galaxy que j'avais vite fait de jeter. Soudain, je me suis dit, et la cave alors? Il y a plein de vieilleries, il y a sûrement ma cartouche. Ouais, ça semblait une bonne idée. Plusieurs enfants disaient que ma cave était hantée, etc. Juste car une personne s'y est suicidée. J'aime bien ces légendes à la con. Ça me permet de foutre 2-3 gifles aux gamins. Entré dans la cave, j'ai crié « Youhou, monsieur le fantôme, je suis là !» en rigolant. Je regardais par ici et par là. Une vieille lampe, un magazine porno et... Ah, il est là. J'avais retrouvé ma fameuse cartouche de Super Mario 64. Toute poussiéreuse, certes, mais je l'avais quand même retrouvée. Quand je l'ai pris, un vent glacial me parcourut le corps. Ouais, monsieur le fantôme m'a passé un petit bonjour, que je me chie dessous. Je sortis de la cave en rigolant. J'allumai ma console, direct. Il y avait un fond rouge qui frise. Ouais, c'est normal, le jeu est trop vieux et trop poussiéreux. Je l'ai rallumé, et oh miracle, il marchait. La petite chanson, la grande gueule de Mario, qui venait carrément nous agresser, « It's me, Mario !» que j'ai crié. Et il n'y avait aucune sauvegarde. J'y avais tellement pas joué depuis des années que les sauvegardes avaient dû s'effacer. Ouais, c'est logique. Je me fis une sauvegarde, et allez hop, je rentrais dans ce jeu magnifique qu'est Super Mario 64. Tout était normal. Je rentrais dans le château, et si vous avez déjà joué au jeu, vous devez connaître la phrase de Bowser qui dit genre « Moi, j'ai kidnappé la princesse Peach et j'ai volé les étoiles, connard !» Bon, là la phrase était juste un tout petit peu différente. C'est vous, miss? Ouais, non. C'était carrément différent, mais bon. Ça doit être la poussière et toutes ces conneries. Je n'en pris pas compte, et j'allais directement dans le premier niveau, bataille de Bob-omb. Après avoir ramassé assez d'étoiles pour entrer dans les caves du château, vous savez, avec de l'eau, j'ai voulu entrer dans un des tableaux, mais quand j'allais y entrer, un message apparut. Et je me cognis sur le tableau sans le traverser. Je commençais sérieusement à flipper quand même. Quand j'allais faire demi-tour, une musique se joua. C'était la musique du manège des bouts, mais en plus lente et reposante. Même si c'était joli, je me demandais pourquoi cette musique était là. Pourquoi elle ne ressemblait à aucune dans le jeu, etc. Bref, bizarrement, plus je marchais vers un endroit, plus la musique devenait forte, jusqu'à ce que je me trouve devant un tableau que je n'avais jamais vu dans Super Mario 64. Une sorte de fantôme avec des yeux et une bouche noire. Mais j'y suis rentré car le fantôme faisait assez Mario, même si je n'étais pas vraiment rassuré. Le niveau était original. Que du gris, pas de texture, etc. On ne pouvait qu'avancer dans ce niveau, sans vraiment savoir où ça emmenait. Après plusieurs minutes, la même musique de tout à l'heure reprit jusqu'à ce que Mario meure. Comme ça, direct. Mario sortit du tableau et j'essayais de fuir. Mais je ne pouvais pas fuir. Mario étant bloqué par un mur invisible, et à chaque fois, il y avait ce texte qui se pointait. Même quand j'essayais d'éteindre la console, le jeu ne s'arrêtait pas. Bah putain mon cochon, si tu veux me faire peur, c'est réussi. Je rentrais donc une nouvelle fois dans ce tableau. Le niveau avait carrément changé. Ça ressemblait à une sorte de plaine avec quelques bosses, des arbres morts, du brouillard, etc. Je marchais en tuant les quelques bouts qui étaient là, quand j'ai vu une personne qui me regardait au fond du niveau. Elle ressemblait à une vraie personne, mais elle avait des yeux rouges qui me glaçaient le sang.
Dès que je m'approchais d'elle, elle reculait net. Je ne pouvais l'approcher en fait. La musique reprit encore et aussitôt, Mario mourut. Mais il ne ressortit pas du tableau. À la place, la scène de fin se mit en route. Mais les phrases de la princesse Peach étaient différentes. Après ça, la cartouche se fractura. En fait, je n'avais pas saisi tout de suite que je venais de vivre un truc étrange. Maintenant, je viens de faire un lien entre le jeu et le soi-disant fantôme de ma cave. Il existe bien, et il voulait juste s'amuser avec moi. J'ai toujours adoré Super Mario 64 étant gamin. J'y jouais tout le temps chez ma tante à l'époque. Un jour, alors que je regardais des vidéos du jeu sur YouTube, une pub a attiré mon attention. J'allais fermer le pop-up quand j'ai vu que c'était un site de vente qui proposait un Mario 64 d'occasion en parfait état à vendre. Il y avait des photos et tout. D'habitude, je crois pas en ces trucs-là, mais la nostalgie a été plus forte et je l'ai commandé. Le business était particulier, vu que le vendeur préférait être payé 10$ cash par la poste, plutôt que d'utiliser PayPal. Encore plus étrange, quand je tentais de réaccéder au site, la page n'existait plus. Peu après l'envoi des 10$, j'ai eu un colis contenant la cartouche. La première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Il était déchiré, et à la place, il y avait une étiquette avec Mario écrit dessus au marqueur. Ça m'a refroidi un peu. Mais tant que le jeu fonctionne, j'ai ressorti ma Nintendo 64 et j'ai mis la cartouche. Le jeu démarra avec la tête de Mario, face qu'on pouvait tirer et déformer à loisir comme prévu. Ce petit jeu d'intro me faisait beaucoup rire et j'ai décidé de m'amuser un peu avec pour commencer. J'ai tiré l'oreille de Mario le plus possible. J'allais faire pareil avec l'autre oreille quand soudainement, la télé produisit des bruits stridents à gros volume. La tête de Mario commença à se déformer seule, à se tordre de manière impossible pour le modèle 3D de base. Les effets sonores du jeu se sont joints aux bruits stridents. Des effets sonores du jeu lancés au hasard. Puis d'un coup, avec tout ça, j'entendis une voix qui murmurait en japonais. Un murmure inquiétant. J'ai immédiatement éteint la console et rallumé. Cette fois, direct au jeu, sans toucher à Mario. Les 4 fichiers de sauvegarde étaient vides. J'en ai donc choisi un. En sélectionnant le nouveau jeu, le jeu a zappé le monologue avec Peach et l'intro. Mario était juste dans le château au rez-de-chaussée. Plus flippant, Bowser ne disait rien non plus. J'essayais d'ignorer ça et de continuer. Cependant, il n'y avait pas de musique non plus. Un silence de mort. Pas de Toad à qui parler non plus. La seule porte où je pouvais entrer était celle du Bob-omb Battlefield. Les autres portes ne répondaient pas à mes commandes. Le portrait du niveau était différent. C'était une toile blanche immaculée. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des bugs mineurs, que ça n'affectera pas le jeu. Une fois sauté dans le tableau, la toile blanche se changea en tableau du niveau de lave, celui avec la femme qui sourit. C'est là que mes soupçons ont commencé à venir. Le menu de sélection de mission apparut. À la place du niveau roi Bob-omb au sommet, la mission se nommait Turn Back. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à appuyer sur A, mais je l'ai fait. Le niveau semblait normal, tout était comme je m'en souvenais. Enfin allais-je goûter au jeu de mon enfance, mais soudain je l'ai vu. Luigi. J'étais absolument choqué. Il n'a jamais été dans le jeu. Son modèle 3D n'était même pas celui de Mario avec le changement de couleur. C'était un modèle complètement original. Luigi ne bougea pas. Je m'approchai de lui, et il s'est mis à courir à une vitesse pas possible. Je le suivis en traversant le niveau. Des trucs bizarres survenaient lors de mon avancée. À chaque pièce collectée, les ennemis et la musique devenaient plus lents, et le décor prenait des couleurs de plus en plus sombres et morbides. La musique s'arrêta à la 5e pièce collectée. Les ennemis étaient couchés par terre, comme morts. Je commençais à avoir peur, mais je continuais ma chasse au Luigi. J'arrivais au sommet de la colline. Aucune boule de canon n'a tenté de venir me renverser, mais ça ne m'étonnait plus. Luigi était toujours hors de vue quand je le rejoignais. Une fois le sommet atteint, je vis un objet bizarre. Un petit chalet au sommet, un peu comme celui du niveau dans la neige. Mais celui-là était vieux, en ruine. Luigi était nulle part. Malgré mes peurs, je fis entrer Mario dans le chalet. La porte se referma. Une image dérangeante de Luigi pendue à une corde est apparue d'un seul coup, accompagnée d'un gros bruit flippant. Une sorte de crissement de violon et un gros coup de piano donné ensemble.
Mario tomba à genoux et pleura pendant environ 5 minutes. Puis l'écran partit au noir, comme si Mario perdit une vie. Mario se fit éjecter de la peinture. Le tableau de Little Lava avait changé pour celui des Luigi, pendu. La salle était différente. C'était maintenant un petit couloir. Des Toads avec des robes blanches et des expressions vides étaient placés de part et d'autre le long du couloir. Il y avait une autre peinture qui m'a fait vraiment très peur. C'était une photo de ma famille. Ce n'était même pas une photo du temps où Super Mario 64 était sorti. C'était une très récente photo. Je me souviens avoir posé pour le week-end dernier. J'ai éteint la console. Hors des questions que je continue à y jouer. Mais quand j'ai appuyé sur l'interrupteur, même éteint, le jeu continuait. J'allumais et j'éteignais plusieurs fois en vain. J'ai tenté de débrancher tout le système, mais ça ne partait pas de l'écran. Je pouvais même continuer à contrôler Mario. Je ne pouvais pas faire durer ça. Alors j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portail de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission disponible, bien sûr. Elle s'appelait Run, Don't Walk. J'ai appuyé sur A. Le niveau commença dans un couloir inondé, avec des plateformes flottantes à la surface. Mario atterrit sur l'une d'elles, et la caméra tourna pour montrer ce qu'il y avait derrière Mario. Un vide, noir, silencieux, s'approchait doucement de Mario. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait même pas à des graphismes non présents. Juste une énorme gros blob noir et carré. Je sautais de plateforme en plateforme sans but à la clé. Je cours, les ténèbres gagnant en vitesse au fur et à mesure. Ça dura pendant un temps qui me semblait être une éternité. J'ai douté qu'il y avait une fin à tout ça. Mario tournait en rond. Finalement, le gros blob vide truc noir attrapa Mario qui disparut dans le ténèbre. Il ne cria pas ou ne résista pas. Ça l'a juste mangé. Mario tomba de la peinture et perdit une de ses 3 vies. Le couloir avait changé, quelques Toads étaient partis, et la peinture était différente. Moi et ma famille étions dans la même position, mais nos corps étaient partiellement décomposés. Ça semblait trop réel pour être photoshopé. On aurait plutôt dit que quelqu'un avait pris nos cadavres et les avait pris en photo. Sans faire attention, mais en me préparant au pire, je sautais dans la peinture. Mario était dans une petite salle. La mission, toujours une seule, s'appelait Unright Air. La salle était sombre et petite. Il n'y avait aucune sortie visible. La salle était vide, à part un piano dans un coin, le même piano que dans les manoirs des bouts. Je savais à quoi m'attendre. J'étais coincé avec le piano fou. En l'approchant, il commença à me poursuivre, pas moyen de le détruire. Donc je n'eus d'autre choix que de laisser Mario mourir des attaques. Quand Mario a perdu son énergie, il n'y a pas eu l'animation de mort habituelle de Mario. Il se fait juste écraser par le piano. Son sang et ses tripes se répandant sur le sol et les murs. Et la caméra bougea pour un plan de son corps vu du dessus. Une version distorsionnée de la musique du manège des bouts jouait alors que l'écran transitionnait de l'image du jeu à un dessin photoréalistique de Mario, dans le même état que dans le jeu. C'était vraiment à vomir. J'en pleurais presque en regardant ça. J'ai perdu une autre vie. En revenant au couloir, la caméra zooma sur le portrait de ma famille. On était encore plus décrépit qu'avant. J'étais accueilli par une photo de Peach, à l'extérieur du château qui était en ruine. La plaine était en feu, le ciel était noir. Le rire de Bowser passait en boucle, alors que les voix d'enfants chantaient d'une manière moqueuse. T'as pas pu la sauver. Ça dura un long moment, jusqu'au zoom sur le portrait du visage de Peach, suivi d'un gros grincement qui arriva sans prévenir. La bouche de Peach était grande ouverte, comme si elle hurlait, et ses yeux étaient vides, des trous noirs. Soudainement, Mario revient dans le couloir, éjecté par la peinture. Tous les Toads étaient partis, et moi et ma famille avions l'air vraiment répugnants. Des vers se sortillaient dans nos tripes, que crachaient nos corps par endroits. L'œil de mon père était sorti de son orbite et pendouillé. C'en était trop. Mais quelque chose me poussait à fouiller plus loin. Je sautais dans la peinture, avec la seule vie qui me restait. La mission n'avait pas de nom du tout cette fois. Juste un espace là où le titre devait être. Je sélectionnai la mission, et Mario atterrit sur une petite île, au milieu d'un océan. Il y avait un simple panneau sur l'île. Ça marquait juste « Dive ». J'entrai dans l'eau et plongeai. L'océan était sombre et vide, aucun poisson. Je ne pouvais rien voir d'autre que Mario nager. Je nageais de plus en plus profondément. Je continuais, alors que Mario semblait devenir invincible, car l'oxygène ne lui manquait plus. Après environ 10 minutes de nage, je décidai de tenter de remonter. Alors que je fis tourner Mario de l'autre côté, il arriva.
Une énorme, vraiment énorme anguille apparut de nulle part et goba Mario. J'étais abasourdi. C'est arrivé si vite que je n'en suis même pas sûr. L'écran de Game Over ne s'est pas montré. Juste un simple fondu. La photo de ma famille se montra encore. Nous n'étions plus que des squelettes. Une fois de plus, ça avait l'air terriblement réel. Je ne pouvais pas bouger la caméra. Ça reste sur le plan de la peinture. J'arrivais enfin à éteindre et rallumer la console. Je rechoisis mon fichier, mais ça m'amenait à la photo de ma famille squelette. J'essayais encore 2 ou 3 fois avant de laisser tomber. J'avais vraiment envie de tout arrêter, mais une force inconnue me poussait à continuer. Je décidai d'essayer un autre fichier de sauvegarde. La caméra était sur le portrait des squelettes, mais ils étaient placés différemment, comme si c'était une autre famille. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue un peu à n'importe quoi. Sony, Nintendo, des trucs assez variés quoi. Un jeu m'a particulièrement marqué. C'est Super Mario Galaxy. Je ne suis pas un fan de Mario, mais j'aime beaucoup jouer à ces jeux. Et cet opus m'a particulièrement touché. L'ambiance, l'univers galactique, les musiques, tout y était. Le parfait contraire de ce que pense un de mes voisins d'appart, qui chie sur ce jeu et qui pense que l'opus sur Nintendo 64 est bien meilleur. Je n'ai jamais pu comprendre, mais fin de la parenthèse. Cependant, je l'ai prêté à un ami. Il ne me l'a jamais rendu. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Donc, après plusieurs années, j'avais complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de let's play le concernant. Une vague de nostalgie s'empara de mon esprit, et je décidai de me reprendre ce jeu. En allant sur un site, quelqu'un proposait la bêta du jeu. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme, mais bon, pour faire passer le temps, tout ça. Alors j'ai demandé, et c'était bon. Après quelques jours, j'ai reçu la bêta dans un disque. L'écran titre était le même, à quelques détails près, mais rien de bien notable. Pas de fichier de sauvegarde, on commençait directement sur l'observatoire. Comme normalement quoi. Il n'y avait pas Harmony, ni Chocosta, ni aucun humain. Les niveaux étaient inaccessibles, et il n'y avait aucun mécanisme ou objet. Il y avait juste un téléporteur, près de l'endroit où devait être Harmony. Comme il n'y était pas dans le jeu d'origine, alors je suis allé dessus, voir s'il s'y passerait quelque chose. Et effectivement, Mario se téléporta, tout en haut de l'observatoire, vers une lumière bleue. À ma grande surprise, j'étais dans la sélection des niveaux, dans une galaxie inédite. Seulement, il n'y avait qu'un seul niveau. Un niveau appelé Galaxie oubliée. Elle représentait un crâne à l'allure assez cartoonesque. Du feu bleu sortait de ses orbites. Je me demandais si le niveau était avancé, ou au contraire venait à peine d'être commencé. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Et je commençais directement le niveau. Pas de petite introduction, une étoile à choisir. C'était un niveau fantomatique. Un décor sombre, une musique angoissante, etc. Bref, j'étais sur une route qui menait vers un anneau étoile. Et plus loin, un gigantesque manoir qui flottait. Je butais les 2-3 Skelerex qui passaient par là, et j'entrais dans l'anneau étoile qui, comme je le pensais, m'emmena directement dans le manoir. Jusqu'à là, rien d'anormal. Les énigmes étaient très faciles, éteindre une torche pour récupérer la clé, etc. Mais arrivé à un moment, tout change. C'était une petite salle. 2 plateformes se rejoignaient grâce à un petit rond. En bas, le vide absolu. Même pas des étoiles ou un trou noir. Non, le vide total. Rien d'embêtant, c'était peut-être juste le fait que les concepteurs n'avaient pas fini entièrement le niveau. Sur ce pont, il y avait quelques pièges. Des statues dans les murs de la pièce qui crachaient du feu, et il fallait attendre le bon moment pour passer. Et à côté d'eux, un petit peu plus en haut, se tenaient aussi des statues. Leur bouche était ouverte, et de l'eau en sortait. Comme des mini-cascades en quelque sorte. C'était assez poétique, mais les expressions des statues ne faisaient pas Mario. Comment expliquer?
Les statues du feu avaient l'air normales, bien qu'elles avaient l'air très en colère. On pouvait ressentir de la haine dans leur visage, jusqu'à même penser qu'elles prendraient du plaisir si je me faisais brûler. Mais le plus inquiétant était l'expression des statues d'eau. Comment expliquer? Leur visage était vide, les yeux n'avaient pas de pupilles, et leur bouche semblait hurler au désespoir. Ou ce n'était que moi, mais je trouvais cela très inquiétant, pour un jeu Mario du moins. Donc j'avançais petit à petit, en essayant de ne pas me faire toucher par le feu. Et arrivé à la fin, je me fis toucher par le feu. Et Mario se transforma en cendres, qui s'envolèrent. Ça n'a l'air de rien, c'est vrai, mais c'est Mario quoi. Ce n'est pas une mort d'un Mario. D'habitude, ça lui brûle les fesses et bah là non, transformé en cendres. Peut-être que ce niveau était un niveau test, et ils expérimentaient des mécanismes, des scènes pour le jeu final. Bref, j'ai recommencé, et je réussis finalement à passer le pont. Problème, un autre défi. La porte était bloquée, et un ennemi apparut. Un nouvel ennemi, que je n'avais jamais vu dans le jeu original. C'était un crâne avec une armure et des gants. Tout le reste était fait de fumée violette. Un monstre à l'allure assez enfantine. Apparemment, il fallait le battre pour obtenir la clé. Seulement, petit souci, je ne savais pas comment le battre. Rien à faire. Je sautais, je tournoyais, vraiment rien. D'un coup, le squelette sortit une sorte de lasso, avec un crâne au bout, qui ne faisait que gigoter, et il l'envoya sur moi. Ne pouvant éviter l'attaque, je me le pris en pleine figure. Et encore une fois, quelque chose de dérangeant. Mario se fit traîner par le lasso, ce dernier l'étranglant, jusqu'à ce qu'elle se couche à terre, épuisée. J'étais toujours autant dégoûté, pas par le geste en lui-même, mais parce que c'était Mario. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire. Je n'arrivais pas à battre cet ennemi. J'imagine que la bêta s'arrêtait ici. En faisant quelques recherches, je vis que j'avais raison. La bêta a été faite pour tester de nouveaux mécanismes, etc. Mais les développeurs, trouvant certaines mécaniques assez malsaines, les retirèrent du jeu. En même temps que l'ennemi et les morts de Mario. C'est peut-être mieux ainsi. C'est vraiment dégueulasse pour un Mario, je trouve. Quelqu'un s'est introduit chez moi la nuit dernière. La police ne me croit pas. Aucune fenêtre n'a été brisée, ont-ils dit. Toutes les portes étaient verrouillées, il ne manque rien. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est venu? Mais je sais que quelqu'un était là, parce que je n'ai pas laissé 4 de mes tasses sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas vidé le tiroir à fourbi, laissant stylos, trombones et cuillères doseuses cassées, éparpillées sur le sol. Et je n'ai certainement pas creusé de la terre de mon jardin aromatique miniature sur le rebord de la fenêtre. Mais la police était peu disposée à m'aider. Il n'y avait pas de preuves, ont-ils dit. De quoi d'autre avait-il besoin? Des empreintes de papouase sur le patio? Un masque de cambrioleur sur la table à manger? J'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait. J'ai conduit jusqu'à Best Buy et j'ai acheté une tonne de caméras de sécurité. Les onéreuses, celles avec la vision nocturne, celles qui enregistrait le son. Quand tout fut terminé, j'avais dépensé près d'1 millier de dollars. Cette nuit-là, j'ai installé les caméras. 2 dans la cuisine, 1 dans le salon, quelques-unes à l'extérieur de la maison, et même 1 dans ma chambre. Ça m'a pris quelques heures pour tout mettre en place. Quand j'eus terminé, je me suis écroulé dans mon lit et me suis endormi. Mon alarme perça l'air matinal. Je me suis tiré hors du lit, incroyablement fatigué, même si j'avais dormi 9 heures. Après un long bâillement, j'ai descendu les escaliers. Je me suis figé. Encore plus de choses n'étaient pas à leur place. Les chaises de la salle à manger avaient été tirées loin de la table, en un angle étrange, asymétrique. Des armoires entières étaient vidées sur le sol de la cuisine, le transformant en un champ de mine fait de couteaux à steak, de fourchettes et de râpes à fromage. J'ai marché sur le presse-citron. Merde! Et j'ai failli tomber la tête la première dans l'évier. En me redressant, mes yeux sont tombés sur les caméras dans le coin. Les caméras, je les avais oubliées. J'ai couru dans l'escalier, montant les marches 2 par 2. J'ai attrapé mon ordinateur portable posé sur le lit. Je l'ai branché, et j'ai cherché les images qui ont été enregistrées. Essayons le Porsche d'abord, pour voir comment ce connard arrive à rentrer. J'ai cliqué sur la première vidéo. J'ai vu le devant de ma maison, balustrade blanche,
balançoire en bois, tapis de bienvenue. Tout était à sa place. Pendant un moment, et je n'ai rien vu. Qu'est-ce qui a activé le détecteur de mouvement alors? Ai-je pensé. Les caméras n'enregistraient des vidéos que lorsqu'elles détectaient du mouvement. Puis, à 2h04:31 du matin, j'ai vu quelque chose. Une forme bougeant dans l'ombre. J'ai retenu mon souffle, le cœur battant. Le cambrioleur, ai-je pensé. Je parie que c'est l'ado d'à côté, avec son petit air suffisant et... C'était une biche. Ah, va te faire foutre, ai-je dit à sa petite image granuleuse. J'ai cliqué sur la vidéo suivante. Un papillon de nuit aux proportions épiques, volant autour de la lumière rouge de la caméra. La suivante. Un opossum ou un raton laveur s'agitant dans la cour avant. J'ai cliqué pour quitter la caméra du Porsche. Ma souris flottait, indécise, avant que je ne clique finalement sur cuisine. La caméra de la cuisine n'a enregistré qu'une seule vidéo de 15 minutes. J'ai pris une grande aspiration et j'ai appuyé sur play. 3h45 et 21 secondes. Quelques bruissements hors caméra. 3h46 et 52 secondes. Une ombre grise glissant lentement au bord du cadre. 3h47 et 3 secondes. Une tête aux cheveux noirs, dos à la caméra. J'ai retenu mon souffle. Qui est-ce? La personne marcha plus loin dans la cuisine. Et j'ai haleté. C'était moi. Le chignon noué au-dessus de ma tête. Les petites images de cactus sur mon pyjama. Définitivement moi. Ce n'était même pas une question, mais... Comment? Étais-je somnambule? Et je n'ai jamais été somnambule de ma vie. Alors que je me regardais, m'accroupissant sur les armoires, une terrible pensée m'est venue à l'esprit. Et... si ce n'était pas moi, pas vraiment moi. J'ai lu des choses à propos des doppelgangers, des voleurs de corps. Même des sujets fous à propos de clones de personnes poussant comme des légumes dans la terre. Ils étaient tous farfelus et probablement faux. Mais, et s'ils étaient réels? Et si ce n'était pas moi, juste quelque chose qui me ressemble? J'ai mis la vidéo sur pause et j'ai cliqué sur chambre. Il y avait une vidéo marquée 3h42 et 25 secondes. J'ai appuyé sur play. Je m'attendais à me voir dormir paisiblement. Mais non. Quelques secondes après le début de la vidéo, le moi de la vidéo a jeté les couvertures, est sorti du lit et s'est dirigé vers la porte. Donc c'était moi. Je suis retourné dans les vidéos de cuisine. 3h53 et 10 secondes. J'étais en train d'ouvrir les armoires. Ensuite, j'ai jeté les casseroles, couteaux et même ce foutu presse-citron sur le sol. J'ai soudainement éclaté de rire. C'était moi. Tout ce temps, j'ai cru que quelqu'un s'introduisait dans ma maison. Et c'était moi, en étant somnambule. J'ai même eu un fou rire en me voyant en vidéo, marchant sur une casserole et tombant à genoux. Puis, j'ai baissé le regard sur mes jambes. J'ai vu les hématomes violets commençant à se former. Et j'ai ri de plus belle. Mais j'ai vite arrêté de rire. Le moi de la vidéo se tenait debout près de la fenêtre, regardant à l'extérieur. Et j'ai alors vu mes lèvres bouger, comme si je parlais à quelqu'un. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je plissais les yeux devant l'écran, essayant de donner un sens aux formes noires granuleuses. Mais je ne pouvais pas dire ce qui se passait. À 4h01 et 35 secondes, le moi de la vidéo s'est éloigné de la fenêtre. Il a marché prudemment par-dessus les casseroles et les poêles sur le sol. Puis s'est approché de l'une des armoires. Ensuite, il a reculé. Il tenait la clé de secours que je gardais là, pendue à un petit crochet. Je l'observais, alors qu'il ouvrait la fenêtre plus grand. Alors qu'il appelait « Je l'ai trouvé !» dans les ténèbres à l'extérieur. Alors qu'une main étrange avança à travers la fenêtre et s'empara de la clé. Avez-vous déjà vu une photo reCAPTCHA? Au lieu d'une case à cocher, c'est une photo en basse qualité, divisée en 16 carrés. Ça va dire quelque chose comme sélectionnez tous les carrés avec des panneaux. Et vous devez cliquer sur tous les carrés contenant un panneau. Dimanche soir à 23h, j'en ai eu une pendant que je téléchargeais des images de banques de données gratuites. C'était une photo d'un chemin à travers la forêt. Sélectionnez tous les carrés avec des personnes. Ok, c'était assez facile. Au centre de la photo, il y avait une joggeuse en short rose. Elle prenait quelques-uns des carrés du milieu et je les ai tous sélectionnés. J'ai cliqué sur vérifier. Ça n'a pas marché.
Le message « Sélectionnez tous les carrés avec des personnes » était de nouveau affiché. J'ai enlevé mes lunettes, les ai posées sur la table, et j'ai plissé les yeux en regardant l'image. Non, elle n'était pas la seule personne. À plusieurs mètres du sentier, au bord de l'image, je pouvais le voir. Le bout d'un bras vêtu d'un sweatshirt noir, un pouce rose qui en sortait. J'ai victorieusement cliqué sur les 2 carrés qui l'occupaient. Vérifier. L'image cligna lorsqu'elle se rafraîchit, puis le même texte s'afficha, comme pour me provoquer. Sélectionnez tous les carrés avec des personnes. Je me suis frotté les yeux et j'ai fixé l'image. Les arbres projetaient des ombres basse résolution, pixelisées sur le chemin. La queue de cheval de la femme se balançait vers la gauche, en plein mouvement. Des taches de lumière jaune mouchetaient la forêt environnante. J'ai scruté les ombres les plus foncées, loin du sentier, mais aucune ne correspondait à la silhouette d'une personne. J'ai jeté un coup d'œil au bord de l'image. Non. L'image avait changé. Le bras au bord de la photo avait maintenant avancé dans le cadre, occupant 3 carrés au lieu de 2. 2 larges épaules et un jean foncé l'accompagnaient. Et la joggeuse était juste un peu plus avancée sur le chemin, comme si elle avait fait seulement un pas. Le pavé tactile était glissant sous mes doigts. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Doucement, j'ai fait glisser le curseur sur les 3 carrés, et j'ai cliqué dessus. Vérifier. L'image a cligné. Sélectionnez tous les carrés avec des personnes. J'ai reculé de l'ordinateur en sursautant. L'image était de nouveau différente. L'homme était plus loin dans le cadre, occupant 5 carrés. Sa main était tendue vers la joggeuse à quelques centimètres de son épaule. Et la joggeuse, elle était tournée vers lui, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, poussant un cri silencieux. Clic, clic, clic. J'ai frénétiquement cliqué sur les carrés. Vérifier. Chargement. Sélectionnez tous les carrés avec des personnes. Le visage de l'homme était enfin dans le cadre. La capuche de son sweatshirt était serrée étroitement sur sa tête. Un masque d'Halloween transparent dépassé, appuyé contre les traits de son visage. Sa main s'est agrippée à son bras. Elle criait. Clic, clic, clic. Vérifier. L'image disparut. J'avais passé le reCAPTCHA. J'ai signalé ce que j'ai vu à la police. Au début, ils m'ont pris pour un fou. Mais au fur et à mesure que je leur donnais une description détaillée des images, ils prenaient frénétiquement des notes et me posaient des questions. La femme correspondait à la description d'une femme du coin, Kaylee Johnson. Elle a disparu il y a 1 semaine durant un jogging sur le sentier de Lakewood Trails. Elle n'a jamais été retrouvée.